La débauche de lumière en centre-ville ne vous aura pas échappé. Et oui, c'est bientôt les fêtes, période cruciale notamment pour l'industrie du parfum et de la cosmétique qui réalise là, dans cette courte période, son bénéfice pour l'année entière. Bref, il ne faut pas se louper. On verra ce qu'il en est avec Brigitte Tétinger, la présidente des parfums Annick Goutal dans Leader sur Public Sénat. Le lundi, des documentaires vous emmènent sur le terrain pour découvrir les problématiques qui agitent la France et le monde d'aujourd'hui. Des enquêtes, des reportages, des images, des témoignages et beaucoup d'inédits. Les lundis docu, c'est sur Public Sénat à 18h30 et 22h30. Bonsoir à tous et d'abord au nom de toute l'équipe de Public Sénat, bien sûr, je vous souhaite une excellente année 2010. Ça s'annonce très riche sur le plan politique. Nous allons donc passer de nombreux moments ensemble, au quotidien, avec dans quelques secondes le 18h. La question de la rentrée, le gouvernement en a-t-il trop fait face à la menace de la grippe A? Est-ce la faute aux experts? Avec nous notamment dans un instant le professeur François Bricaire. À 18h30, notre premier documentaire de l'année, la fabrique de mots ou comment la langue française est une invention constante. Tout de suite, le journal. Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce lundi 4 janvier. Voici les titres. Le 5 millionième Français vacciné aujourd'hui contre la grippe A, communiqué presque triomphal du ministère de l'Intérieur pour répondre aux critiques sur le fiasco d'une campagne qui laisse d'énormes surplus. Éric Besson rejette toutes les critiques visant le débat sur l'identité nationale, estimant qu'il n'y a aucun dérapage. Sentiment néanmoins d'une volonté de recentrage autour de la devise de la République. Invité du 18h, Brice Teinturier de TNS Sofres, chargé d'analyser les contributions, et le socialiste David Assouline. À son tour, la France ferme au public son ambassade au Yémen en raison des risques d'attentats. Les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient fait de même après l'action terroriste à bord du vol Amsterdam-Détroit. Soumis à rude critique, assimilé par certains à gauche à Marcel Déat ou Pierre Laval, de figure de l'occupation, le ministre de l'Immigration nationale n'en démord pas. Le débat sur l'identité nationale n'est pas sorti de son cadre républicain, assure-t-il, mais dans la foulée de Nicolas Sarkozy lors de ses vœux aux Français. C'est la devise liberté, égalité, fraternité qui est désormais fortement mise en avant. Tentative de recadrage, élément de réponse avec Thomas Raguet. Une nuée de caméras et de micros, à peine la place d'installer tout le monde. Médias français et étrangers étaient au rendez-vous cet après-midi pour entendre le point d'étape d'Éric Besson au sujet du débat sur l'identité nationale. Et contrairement à ce qui est suggéré à l'envi, le débat n'est pas focalisé sur l'immigration et l'islam. L'immigration et l'islam représentent moins d'un tiers des 26 000 premières contributions reçues sur le site et Internet et analysées par TNS Sofres. À l'aide du sondeur Brice Teinturier, les données des 26 000 premières contributions sont ainsi disséquées devant les journalistes. Des contributions qui parlent avant tout, selon eux, de liberté et d'égalité, bien plus que d'immigrés et d'origine. La preuve par l'image pour couper court aux détracteurs. Besson s'adresse non seulement au pays, mais aussi à la majorité, dont une partie a été gênée par ce débat. Les uns et les autres ont pu s'exprimer. Et il s'adresse également à Nicolas Sarkozy. Lors de ses vœux, Nicolas Sarkozy, prudent, s'est contenté d'appeler au dialogue sans jamais citer le débat sur l'identité nationale. Preuve qu'à quelques mois des régionales, le sujet peut se révéler être à double tranchant. Éric Besson assume au contraire et repositionne le débat. Les Français ont envie de débattre de l'identité nationale. La preuve, vos télévisions, vos radios, vos journaux, ceux-là même qui disaient ne débattons pas, n'ont pas cessé à longueur d'antennes ou de colonnes de débattre de l'identité nationale. Et le ministre de l'identité nationale ne compte pas s'arrêter là. Il dressera un nouveau bilan le 18 janvier prochain à l'occasion de ses vœux. Éric Besson qui revendique 50 000 contributions au débat sur l'identité nationale, alors que François Bayrou estime, lui, qu'il s'agit d'un débat microcosmien qui n'est pas la préoccupation des Français, selon le président du MoDem. Nouvelle grève dans les deux principaux ports français, à Marseille et au Havre. Le trafic marchandises est affecté. La CGT des dockers conteste les modalités de la réforme engagée.
Les ventes de voitures au plus haut en France l'an dernier, en hausse de près de 11%, ce record depuis 10 ans, avec 2 268 000 véhicules vendus, doit bien sûr beaucoup à la prime à la casse et au bonus écologique. Et puis un démarrage sur les chapeaux de roue pour la Bourse de Paris aujourd'hui qui termine à plus de 4000 points, un seuil qu'elle n'avait pas atteint depuis 15 mois. L'annonce de la revente à l'étranger d'une grosse partie du stock de vaccins contre la grippe A déclenche un assaut politique contre le gouvernement. Du PS au MoDem, on brocarde un fiasco. Pas de riposte pour l'instant de Roselyne Bachelot, mais le ministère de la Santé met en garde contre un possible rebond de l'épidémie. Parmi les excédents, il ne faut pas oublier, avec les doses de vaccins, les 2 milliards de masques de protection et le Tamiflu antiviral en distribution libre désormais dans les pharmacies. Reportage dans une officine de Flora Sauvage. Depuis le début de l'épidémie de grippe A, ce pharmacien n'a distribué qu'une vingtaine de boîtes de médicaments contre ce virus. Face à la faible ampleur de l'épidémie, les stocks de médicaments risquent vite de devenir obsolètes. Pour l'instant, on les garde. C'est vrai que bon, ça prend un peu de place, on les garde, mais il faut mieux attendre quand même la fin de la période hivernale, dans la mesure où certains sont encore utilisables jusqu'à fin 2011. De les avoir, c'est quand même très important. Avec 2 milliards de masques achetés, la France possède un tiers des stocks mondiaux de Tamiflu et beaucoup s'interrogent sur ce surplus de médicaments et de vaccins. C'est du gâchis, je pense qu'il y a eu un affolement général et voilà. Aujourd'hui, la France a commencé à revendre à l'étranger une partie de son stock de vaccins en trop. Pour ce qui est des antiviraux non utilisés, il faudra les détruire. Voilà, on reparle de ce sujet dans un instant avec nos deux invités. Le faste malgré la crise aujourd'hui, malgré la crise et la dette colossale de l'Émirat. Dubaï a inauguré tout à l'heure la tour la plus haute du monde. On la découvre. Elle culmine précisément, on l'a appris, cette fois c'est officiel, à 828 mètres, 200 étages, des bureaux, plus de 1000 logements, même vendus à 90% d'après les assurances données aujourd'hui. Burj Dubaï pourrait être le dernier des projets pharaoniques de l'Émirat du Golfe. La suite du 18h, donc, oui ou non, le gouvernement a-t-il eu raison de prendre autant de précautions face aux menaces de la grippe A ? C'est la question posée sur le site de notre partenaire nouvelobs.com et les 3/4 des votants estiment que le gouvernement, vous le voyez, a eu tort de prendre autant de précautions. Avec nous, donc, le professeur François Briquer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et le docteur Marc Guerrier, vous êtes le directeur adjoint de l'espace éthique des hôpitaux de Paris. Et vous avez bien des choses à dire, notamment sur la gestion de cette crise. Vos réactions d'abord aux critiques qui font suite donc à cette annonce dimanche de la revente de la plus grosse partie du stock de vaccins acheté par la France. Professeur Briquer. Quelle est votre position dans la polémique ? J'allais dire que d'abord la critique est aisée, surtout après, et que l'art, par conséquent, est aussi très difficile. Alors, c'est vrai qu'on peut apporter a posteriori des critiques sur l'intensité des mesures qui ont été prises pour un phénomène qui s'est avéré beaucoup plus bénin qu'on ne l'imaginait au départ. Ceci étant dit, l'annonce d'un phénomène pandémique qui était fait, l'apparition de ce phénomène au Mexique à la fin du mois d'avril laissait supposer tout de même qu'on partait sur quelque chose d'assez important. Et la nécessité de se préparer avait été définie internationalement avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé, et ne rien faire aurait été, à mon sens, quelque chose de parfaitement irresponsable. Non, mais entre ne rien faire et trop en faire, comme vous en convenez aujourd'hui, oui, est-ce qu'il faut donc se poser d'ores et déjà la question des responsabilités? Des responsabilités, on peut toujours se poser la question des responsabilités. Je pense qu'il faut surtout se poser la question de savoir comment il faut moduler ce type d'action dans une société moderne qui veut être protégée, où le principe de précaution est un élément essentiel et constitutionnel chez nous, et qui par conséquent impose de devoir peut-être moduler. Il faut calmer l'opinion publique sur le principe de précaution qui est aujourd'hui bien établi. Oui, il faut le calmer, c'est probablement un bon principe de base, mais à partir du moment où on l'utilise de façon peut-être un peu excessive, on risque de déraper. Bon. Alors voilà pour l'opinion publique. Marc Guerrier, est-ce que vous avez des choses à dire, vous, aux experts? Parce que certains aussi ont été alarmistes, plus que d'autres en tous les cas, hein, puisque les experts ont été divisés sur la question dès l'origine, hein, professeur.
Premier point sur la polémique, là. Pour le faire simple, pour le dire rapidement, c'est pas parce qu'on met une ceinture de sécurité qu'on est alarmiste. J'entends beaucoup le mot alarmiste, on a été trop alarmiste. Mettre une ceinture de sécurité ne crée pas le danger. Mettre une ceinture de sécurité, ça n'est pas être alarmiste et être assuré qu'il y aura un accident. Au contraire, ça c'est un premier point. Je le fais simple, mais c'est juste pour dire qu'effectivement, il y a un moment où on dispose de peu d'informations, il faut prendre des décisions, et qu'on est aujourd'hui à un autre moment, avec beaucoup plus d'informations, et on refait un jugement, mais dans des circonstances différentes. Deuxième point sur les experts. Oui. Moi, je suis pas expert, mais ça me passionne. Il y a un point qui me passionne, c'est d'entendre effectivement le fait qu'il y a un débat au sein des experts. Pas une polémique, c'est pas des batailles, c'est pas des batailles d'opinion. C'est des discussions, et je parle sous le contrôle de François Bricaire qui pourra compléter. Des discussions autour de ce qui est rationnel. Les experts, ils disposent de données solides, des chiffres dont on n'est pas sûr. Quelques chiffres. On connaît pas les mêmes chiffres, ni les mêmes données, parce qu'ils disent pas tous la même chose. Il y a différentes sources. Il faut il faut regarder ces chiffres. Et ce qui compte, c'est pas les chiffres dont on dispose à un moment donné, puis quasiment heure par heure. Il y en a d'autres qui arrivent parce qu'on est encore en train d'apprendre énormément de choses sur une grippe qu'on connaît mal. Donc les chiffres bougent, mais ils sont solides. Ce qui est intéressant, c'est l'interprétation de ces chiffres. Alors depuis les chiffres jusqu'à une interprétation ou plusieurs interprétations, jusqu'à une décision du gouvernement, il y a une série d'étapes, une chaîne de discussion, des articulations, un intérieur d'un process qui aboutit à une décision, et le passage de ces chiffres à la décision finale, moi je crois qu'il faudrait qu'on apprenne, je pense que c'est une leçon qu'on va tirer de ça, qu'on apprenne à être plus transparent là-dessus. Alors il y avait une pétition notamment il y a quelques mois justement pour une gestion plus démocratique de cette pandémie. C'est ce que vous dites en quelque sorte, mais comment est-ce qu'on peut associer tout le monde à cette pandémie, sachant qu'on a plutôt tendance à s'abriter derrière les fameux experts, aujourd'hui mis en cause, professeur? Oui, les experts, pour compléter un petit peu, on reproche souvent aux experts de dire trop la même chose et d'être trop d'accord les uns avec les autres. Donc là aussi, on est parfois en certaine on vous fera toujours des reproches. Il y aura toujours un fautif. Je crois qu'à partir du moment où on décide d'un quelque chose et où on décide de se protéger, on le fait. Et après, il faut faire effectivement un bilan de situation qui permet d'aller vers des solutions peut-être plus. Encore une fois, j'utilise le mot souple parce que là, on a eu une attaque faible. Mais on aurait pu avoir une attaque beaucoup plus violente. Et si cette attaque avait été violente et qu'on n'ait pas mis les moyens nécessaires, les reproches seraient tombés de la même façon. Puisqu'on parle du poids des experts, il faut rappeler qu'il y a eu également une polémique il y a quelques semaines sur la double casquette de certains spécialistes de la grippe, notamment à la fois conseiller de la ministre et également conseiller et subventionné par les laboratoires pharmaceutiques qui, eux, ont quand même obtenu beaucoup d'argent des pouvoirs publics, professeur Bricaire. Oui, conseil des laboratoires dans certaines circonstances d'aspect purement scientifique, il faut bien le dire, et ceux qui ont été, je dirais, désignés du doigt dans ce cadre ont été des gens qui ont scientifiquement travailler avec des laboratoires pour les aider et les guider en tant que scientifiques et pas tellement de subventions au sens où on pourrait l'entendre dans le négatif du terme. Alors là encore, il faut être très clair, les experts n'ont aucun intérêt dans ces situations-là. Les laboratoires pharmaceutiques sont là effectivement aussi pour gagner de l'argent. Eux, ils ont des intérêts. Eux, ils ont des intérêts incontestables, ça c'est évident. Et il faut que l'État et les fonctions publiques travaillent avec cet ensemble pour prendre les meilleures décisions possibles. Est-ce que Marc Guerrier vous réclamez plus de transparence de ce côté-là également, dans les rapports entre les experts et les labos? Je crois qu'il y a besoin de plus de transparence, peut-être pas précisément à ce moment-là, à cet endroit-là. Vous posez la question de l'indépendance des experts. Du conflit d'intérêts, oui. Du conflit d'intérêts ou de l'indépendance. Moi, à titre personnel, je suis assez confiant là-dessus. En revanche, ce que j'observe, et alors c'est pas pour accuser ni les experts, ni les médias, ni le gouvernement, mais c'est l'immense difficulté du système dans son ensemble à communiquer sur la complexité. Tout le monde est d'accord sur le fait que 2 plus 2 égale 4. C'est les experts qui font des équations plus compliquées que ça, sont d'accord sur les équations. En revanche, les discussions arrivent sur ce qu'il faut faire depuis de ces équations-là. Or, là-dessus, il faut plus de transparence sur ce que c'est que ce débat. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir une discussion sur le fait qu'il faut acheter de quoi vacciner 100% à un moment donné 100% de la population, ou bien 75%, ou bien 30%. Les pays qui ont les moyens de s'offrir le vaccin ont pris des options différentes. Ça veut dire qu'en partant d'une équation de base, d'une donnée que tout le monde connaît, c'est la même, on
peut faire des choix différents. Et ce qui préside au fait que les choix sont différents doit être plus explicite. Là, il y a un effort de transparence à faire. Je ne crois pas que les gens ont cherché, quiconque ait cherché à faire vraiment de la rétention d'informations. Je crois qu'on a besoin d'apprendre à communiquer sur cette complexité, parce que tout ne se résume pas à une courbe, à une équation qui serait celle de la grippe. On la connaît pas. Alors je retiens quand même la communication d'un professeur dès le début de cette épidémie. C'est le professeur Bernard Debré, par ailleurs député UMP, qui d'emblée lui avait parlé d'une grippette. Il était le seul à avoir raison contre tous, professeur Bricaire? Non, je ne crois pas. Le terme de grippette est critiquable ou acceptable, je crois que c'est peu importe. On a une forme bénigne de grippe pour la majorité des gens qui en ont souffert. Il n'empêche que certaines formes ont été graves et suffisamment graves pour, sur le plan éthique, nous devoir poser des questions, des problèmes et, à mon avis, justifier d'un certain nombre de prévention et notamment de vaccination. En tous les cas, docteur Guerrier, vous avez cité les experts, bien sûr, les responsables politiques, mais également les médias, effectivement, qui ont leur part de responsabilité. Peut-être qu'ils ont mal communiqué ou étaient peut-être trop alarmistes également parfois. Est-ce que aujourd'hui, alors que la facture pour la sécurité sociale pourrait dépasser le milliard d'euros, est-ce que tous, finalement, nous devons assumer collectivement le choix coûteux qui a été fait ? Assumer le choix coûteux, oui, je pense qu'il faudra. Je suis pas financier, je suis pas économiste, donc je répondrai sans doute mal. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, à partir du moment où un phénomène infectieux potentiellement grave est annoncé et qu'il l'est au niveau international, il est nécessaire de réagir dans une société moderne, de prendre les moyens qui sont nécessaires et à ce moment-là de les adapter peut-être. Et c'est là où je pense que nous devons travailler. Oui. On devra faire une analyse fine à la fin de cette crise de façon à adapter toutes les leçons. Un autre progrès à faire avec les leçons d'expérience là. Comment faire pour, lorsqu'il y a une crise de cette ampleur-là, avoir le sentiment qu'on fait un choix tous ensemble collectif, que le choix nous appartient, alors qu'il appartient à la société. Comment est-ce que la société peut s'approprier ce type de choix? Là, il y a du travail d'amont. Et un gros travail d'amont à faire en avant, c'est sans doute une des leçons qu'on est en train d'apprendre. On n'a pas eu l'occasion finalement de le faire jusqu'à maintenant. On serait certainement avisé dans les semaines qui viennent, dans les mois qui arrivent, à repenser à l'éventualité d'autres catastrophes de santé publique plus graves peut-être que celle-ci, et de voir comment le citoyen peut s'approprier les éléments d'un débat, y compris avec des choix financiers, y compris avec des investissements qui ont des chiffres importants dans des zones d'incertitude quand on ne sait pas si une maladie va être grave ou non. Très bien, merci messieurs. La suite du 18h, séquence décodage. Y a-t-il recadrage du débat sur l'identité nationale ? Le ministre Éric Besson a donc dressé aujourd'hui un premier bilan du débat sur l'identité nationale qu'il avait lancé il y a quelques mois et qui se poursuit dans les polémiques face à ceux qui réclament l'arrêt de ce débat marqué par des dérapages racistes. Le ministre rétorque que les contributions sur le site ouvert ne sont pas focalisées sur l'immigration et l'islam et il vante un débat républicain, dit-il. Invité du 18h, le sénateur socialiste David Assouline, bonsoir. Bonsoir. Qui par ailleurs, ce matin, a visité une nouvelle fois le centre de rétention des sans-papiers de Vincennes. Vous pourrez nous en parler tout à l'heure. Et Brice Teinturier, qui est directeur de TNS Fraisse, s'est chargé d'analyser les contributions. D'abord, Brice Teinturier, est-ce que vous ne risquez pas vous-même d'entrer dans une polémique en apportant, je sais pas, une sorte de caution scientifique et un débat sous le feu des critiques? Écoutez, si c'est une caution scientifique, je ne vois pas quel risque je cours. Effectivement, ce qu'on a fait, nous, c'est une analyse lexicale la plus rigoureuse possible des contributions qui étaient sur le site, doublée par une analyse qualitative et doublée par une sortie des premiers résultats du questionnaire en ligne. Donc là-dessus, je n'ai absolument aucun problème. Ah bon. Mais vous avez analysé les contributions, peut-être celles qu'on a bien voulu vous montrer? Non, on a analysé très clairement 26 000 contributions qui sont des contributions du 2 novembre au 2 décembre qui sont sur le site, donc les contributions modérées, comme dans tout site d'ailleurs, c'est le fichier que nous a fait passer le ministère, qui enlève de ces contributions, et cela a été dit en toute transparence, 15% environ, d'après le ministère, de contributions dans lesquelles il y a à la fois du hors-sujet, et effectivement, quand on fait des consultations sur des sujets quelconques dans des départements, dans des villes, on a toujours des questionnaires qui nous reviennent.
où les gens nous racontent leur vie qui sont hors sujet. Quand vous dites hors sujet, ce n'est pas un euphémisme pour parler des dérapages racistes ou autres. Et aussi, c'est pas un euphémisme, c'est donc des contributions qui sont hors sujet, des gens qui vous racontent leur vie, etc. Et puis également, le ministère a enlevé des contributions visibles sur son site, des propos qui étaient spécifiquement xénophobes. Il dit que ce total du hors-sujet et de ce type de contribution pèse moins de 15%. Et nous, ce que nous avons analysé, ce sont donc 26 000 contributions qui sont visibles sur le site. Nous avons fait une analyse lexicale avec un logiciel qui s'appelle ADSES, qui est tout à fait rigoureux, et nous avons présenté cet ensemble tout à l'heure lors de la conférence de presse organisée par le ministre. Bien. Ça commence à vous intéresser, ce débat sur l'identité nationale, monsieur le sénateur, avec tout ce que l'on apprend à travers cette analyse lexicale? Non, moi je crois que sur le plan politique, quand M. Éric Besson a lancé ça un dimanche, j'étais devant ma télé, au grand jury RTL, Le Monde, LCI, il a annoncé ce débat, ça a surpris, il a continué sur la burqa, il a fini sur sa politique de reconduite et réitérer le fait qu'il y aurait des retours groupés d'Afghans en Afghanistan. Donc il avait fait, lui, directement le lien en annonçant que la clôture du débat aurait lieu une semaine avant les régionales. Et donc, c'était clairement politicien, c'était clairement un signe envoyé. Et quand on voit, d'ailleurs, la façon dont l'UMP a relayé, moi j'ai fait quelques débats où on nous a interrogés, il y avait une fois M. Gégaud, une fois d'autres. Bon, à chaque fois, dans la polémique, il me renvoyait la politique d'immigration et les positions du PS sur l'immigration. Et aujourd'hui même, alors que M. Besson fait quelque chose ce matin pour dire non, ça n'a aucun rapport avec l'immigration, ça n'est pas politicien, le communiqué de M. Lefebvre dit le PS est gêné parce qu'il veut cacher sa politique en matière d'immigration parce qu'elle n'est pas populaire. Donc lui encore, cet après-midi, dément M. Besson et remet la sauce là-dessus. Que des Français qui rentrent sur un site internet abordent les vraies questions de ce qui fait France et qui ne sont pas liées à l'immigration, que nous abordions, et on l'a abordé depuis La Rochelle, notre rentrée politique, on l'a fait sur le thème La France qu'on aime. C'est autre chose. Et pour discuter de ce qui fait France, il faut discuter de ce qui fait projet commun pour l'avenir, et notamment comment on répond à la crise. Or, ce débat a été lancé comme un écran de fumée sur les vrais problèmes des Français qui sont liés au pouvoir d'achat, à l'emploi, aux services publics, à l'école. Alors, mais Brice Saint-Intérieur, quels sont donc les mots qui sont les plus utilisés d'après votre analyse lexicale, et qu'est-ce que cela révèle sur l'identité nationale en France aujourd'hui? En fait, ce qu'on voit très bien, c'est que la question de l'immigration fait partie des contributions, mais qu'elle n'est absolument pas majoritaire ou constituant le gros de ces contributions. Elle pèse dans l'ensemble du discours 27% en gros de l'ensemble des contributions. Et encore, à l'intérieur de celles qui parlent de l'immigration, il y a aussi des témoignages d'immigrés ou d'enfants d'immigrés qui racontent des choses et qui ne sont pas des témoignages xénophobes. Donc ça, c'est le premier point. C'est une classe d'associations qui pèse 27%. On en a 29% qui portent sur le débat lui-même, avec des choses positives et négatives. C'est un débat qui est intéressant, c'est un débat qui est nécessaire, c'est un débat qui, au contraire, peut être perçu, et des gens le disent, comme un débat qui instrumentalise une situation. Et puis on a surtout 3 définitions ensuite qui apparaissent, puisque la question posée c'était c'est quoi être français? Et là on voit que ça se structure autour du respect d'un certain nombre de codes, de valeurs, de droits et de devoirs. On a une première définition qui révèle un clivage très fermé ouvert. On a ce clivage qui est là, et les gens donc qui sont dans cette définition. On a une autre classe d'analyse qui est beaucoup plus sur un discours qui est être français, c'est adhérer à un certain nombre de valeurs, donc qui met pas l'accent sur l'autre ou le rejet de l'autre, mais plutôt sur des valeurs auxquelles tout le monde peut participer ou s'associer. Et puis on a encore 9% du discours global qui associe la définition d'être français à un héritage. Donc on a à la fois une pluralité de points de vue, et en même temps on voit bien une espèce de socle commun qui se dégage de ceux qui ont répondu à ces contributions autour d'un certain nombre de valeurs qui sont celles de la République, pour faire très court, avec la devise. C'est de l'utilité de ce que l'on apprend à travers ces contributions. Non, mais moi je ne suis pas étonné. Si vous préférez, j'ai bien vu que les Français, eux, n'ont pas été dupes de où on voulait les emmener quand on les interroge et qu'ils veulent répondre sur qu'est-ce que c'est qu'être français, qu'est-ce qui fait France. Ils répondent en général, en gros, la République, ses valeurs.
je dirais aujourd'hui, ce qui peut faire la grandeur de la France, son respect dans le monde, on sait très bien que ce n'est pas reconduire des Afghans dans un pays en guerre où ils sont menacés, c'est plutôt les droits de l'homme. Ce n'est plus une puissance financière économique incontournable, ce n'est plus une puissance militaire, c'est plutôt tout ce que ça représente en termes de valeurs qu'on a apportées en grande partie au monde. Et donc c'est là-dessus qu'il faut plutôt appuyer de façon positive. Et puis tout ce qui fait et c'est ce qu'on retrouve manifestement dans les contributions. Oui, alors. Et tout ce qui fait corps social, on a une spécificité avec nos services publics, avec notre protection sociale, avec notre école républicaine laïque. Alors, et tout ça est en contradiction avec ce que fait Nicolas Sarkozy tous les jours. Que les Français, quand on les interroge, répondent comme ça ne m'étonne pas et ça prouve que la manœuvre était grossière, que les Français ne tombent pas dedans et que même quand ils répondent, eh bien ils répondent sur les vrais sujets de la France. Oui, je crois que c'est surtout ça. La question qui leur était posée, c'est quoi être français? Ils répondent à cette question selon ce qu'ils considèrent être la définition de l'identité nationale. Ils ne la réduisent pas à la question de l'immigration. Il est faux de dire que dans les contributions, il y aurait une réduction de l'identité. Oui, alors finalement, on avait dit que Nicolas Sarkozy voulait recadrer le débat, mais les Français s'en chargent eux-mêmes. Voilà, exactement. Les Français l'ont recadré, on va dire. En tous les cas, ils ne la réduisent pas. Ça fait partie à leurs yeux, ou pour une partie des Français, ça fait partie de la question, mais ce n'est pas toute la question. Et effectivement, ils nous disent des choses qui relèvent des valeurs. Des valeurs de la République. Après, on se demande sur quoi ça peut déboucher politiquement. Mais vous n'êtes pas là pour répondre à cette question, Brice Turier. Mais quand même, on peut la poser. Ça débouche sur quoi? Effectivement, ça c'est... Ce rappel des valeurs de la République. Mais c'était pas prévu. Parce que de toute façon, c'est clair. J'ai regardé les dépêches, l'intervention de M. Besson quand il lance le débat. Il lie nettement la question de l'identité nationale à la question de l'immigration. Et il y a quelque chose de sibyllin qui est envoyé à l'opinion, qui est plutôt notre identité. Notre identité se construit dans l'exclusion des autres, face aux autres, et pas dans le vivre ensemble et dans la République. Ce n'est pas ce qu'il disait, en tous les cas, lors de la conférence de presse de tout à l'heure. Parce qu'il a été recadré et que tout le monde sait bien. Mais il va reprocher David Assouline de lui faire un procès d'intention. Mais il peut reprocher ce qu'il veut. Monsieur Besson n'a pas grande crédibilité à mes yeux aujourd'hui. Et donc, je sais que c'est ça qui a été voulu, que au mois de décembre, d'ailleurs, il était très mal. Il a bien vu que ça prenait pas comme ça, que les Français ne marchaient pas dans ce piège. Et aujourd'hui, il y a une tentative de recadrage. Bon, voilà, ça ne trompe personne. Allez, David Assouline, encore quelques instants avec nous, puisque vous êtes rendu à nouveau ce matin au centre de rétention de Vincennes, là où se trouvent donc les sans-papiers en instance d'expulsion. Vous y êtes déjà allé dans le passé, vous avez voulu voir comment ce lieu, tenu secret, en tous les cas difficile d'accès, les journalistes ne peuvent pas y pénétrer, évoluait. Oui, je veux juste quand même informer que les parlementaires ont ce droit d'aller dans les lieux carcéraux. C'est pas un lieu dit carcéral, mais enfin c'est un lieu de rétention. Et seuls nous avons le droit d'y aller quand on le souhaite pour rencontrer, voir tout ce qu'on veut voir et voir notamment les retenues aussi si on le souhaite. Donc j'étais dans ce centre. Ce que j'avais remarqué auparavant, c'était c'est jamais des conditions très bonnes. La France est souvent épinglée sur toutes les conditions de rétention ou de détention, que c'est exigu, et à l'époque, il y avait, accompagné à la politique du chiffre, il y avait constamment des capacités d'accueil grossies, on passait de 140 à 280. Et alors ce matin, qu'est-ce que vous avez vu ? Et cette promiscuité, le fait que chaque individu qui arrive là est dans l'effondrement d'un rêve, dans une situation de désespoir, il y a des situations psychologiques catastrophiques, des tentatives de suicide, etc. Cette politique-là a fait qu'il y a eu ce drame avec l'incendie. Aujourd'hui, j'étais voir pour la première fois... On nous avait annoncé des améliorations. Mais les améliorations, de fait, non. Mais sauf que, comme une partie du centre a brûlé, il n'y a plus que 60 personnes dans un centre et un préfabriqué, temporaire, où on a mis encore une capacité de 60. Donc ça n'a rien à voir avec quand il y a le double. Donc le climat semble plus paisible, plus serein. Ces situations de détresse sont là. Puis vous avez pu discuter avec les personnes qui sont là ? Oui. Et à chaque fois, je vais vers eux. Et à chaque fois, il y a un cas, et je me dis, je l'ai pris au hasard, en discutant rapidement, j'y vais 1 heure. Je rencontre un Tunisien qui s'appelle Monsieur El Farti, et qui est en France depuis 2002. Il est en CDI, il est réceptionniste dans un hôtel parisien, parle parfaitement le français. Son père et sa mère vivent en France légalement. Ses 3 frères
et ses 3 belles-sœurs vivent en France légalement. Il est marié à une Française depuis 2002. Et il se retrouve dans ce centre de rétention parce qu'on est venu chez lui, c'est-à-dire chez sa femme, on va dire, le soir où il travaillait, et on a constaté donc qu'il ne vivait pas réellement maritalement avec cette femme. Voilà un monsieur qui travaille, qui est en CDI, qui paye feuille d'impôt commune, déclaration avec sa femme commune, EDF, tous les documents sont là. Il se retrouve dans une situation comme ça, abandonné dans un centre. Depuis combien de temps? Mais là, il y est depuis plus de 6 jours. Bon, j'espère que je vais intervenir, d'autres interviennent, mais en tous les cas, dans cette politique du chiffre, on fait n'importe quoi. J'ai vu des jeunes, souvent des jeunes en détresse, un jeune Irakien qui est venu parler avec moi. Bon, bah, il a essayé dans ce pays en guerre de voir ailleurs et il s'est fait attraper. Il n'a commis aucun crime et je crois qu'il faut que la France non seulement humanise ses centres, mais ait une autre politique vis-à-vis des sans-papiers, parce que ça fait quand même pas avoir honte de la France, mais en tous les cas, c'est pas ça. Okay. Ce n'est pas ça qui fait la grandeur et l'identité de la France aux yeux du monde. Merci David Assouline, merci Brice Teinturier. Bon travail, puisque vous avez encore, j'imagine, des contributions à analyser. Elles arrivent toujours sur le site. À les analyser, mais ça a valeur de sondage pour vous qui êtes un homme de l'art? Ce n'est pas un sondage, parce que ce n'est pas un échantillon représentatif. Non, ce n'est pas représentatif. Ça n'est pas représentatif. Répond qui veut. Donc c'est important. On a terminé. Je veux juste quand même dire un mot, parce que il faut retenir les leçons. Et on est en train de reconstruire le centre brûlé qui va être livré en septembre. Et donc on va refaire des capacités énormes. Au Millennium Law, on met plusieurs centaines de personnes. Et on n'aura retenu aucune leçon de cet incendie si on va encore dans le sens de la massification de ces centres. Merci messieurs d'avoir participé à ce 18h de Public Sénat. À suivre sur notre chaîne, le documentaire du lundi ce soir, La fabrique de mots, évocation d'une certaine manière de l'identité française à travers sa langue, toujours en mouvement, en création, un documentaire signé Jean-Michel Dian et Philippe Lavalette. Bonsoir à tous.